à tous. Du coup, moi, je vais vous parler de ma petite fille qui s'appelle Alice, qui a bientôt 2 ans. On lui a découvert, la mucoviscidose à sa naissance. On ne savait pas du tout que mon mari et moi, on était, porteurs du gène, de la mucoviscidose et du coup, pour son histoire, en fait, elle a été transférée en néonate, alors qu'elle avait, 2 jours, parce qu'en fait, elle n'arrivait pas à extraire ses premières res selles. Et en fait, elle a eu ce qu'on appelle un ileus méconial. Donc c'est un bouchon, en fait, de méconium qui se crée au niveau du tube digestif. Donc José va revenir un peu vraiment sur tous les détails de la maladie, derrière, mais c'est un des marqueurs de la maladie. Du coup, à peine 3 jours de vie, elle avait déjà eu 2 lavements, 3 perfs, des échographies. On ne pouvait plus lui donner à manger non plus. Donc, on a eu une longue attente pour savoir ce que c'est. Est-ce que c'est quelque chose de mécanique et ça nécessite une intervention chirurgicale? Est-ce que c'est une anomalie quelconque? Donc, une longue attente de plusieurs semaines. Et puis, je me souviendrai toujours, la première fois qu'on m'a parlé de la muco, c'était un dimanche soir avec mon mari. On venait d'avoir des visites trop bien de nos copains la journée. Et il y a le pédiatre qui vient nous voir, qui nous dit voilà, on veut commencer à vous préparer, mais ça peut être éventuellement la mucoviscidose. Et du coup, là, forcément, on a fait ce que beaucoup de monde fait. On est allé voir sur Internet. On a vu que c'était une maladie mortelle avec une espérance de vie de même pas 40 ans, avec beaucoup d'hospitalisations, des greffes pulmonaires. On connaît tous aussi Grégory Le Marchal. Je ne vous cache pas la panique qu'on a pu avoir à ce moment-là. On a ensuite été transféré au CHR pour faire le test à la sueur. Donc, c'est un test qui permet de relever le taux de sel en fait qui est présent, parce que les enfants qui ont la muco, ils ont plus de sel dans leur transpiration. Et du coup, coup de massue quand on a vraiment eu le diagnostic de la muco. Donc, on a enchaîné pas mal de rendez-vous toutes les semaines, la difficulté à prendre du poids pour Alice. Et après, aussi toute l'organisation que ça a demandé au quotidien de mettre en place. Trouver un kiné, changer de moyen de garde, comment je vais faire pour reprendre le boulot. Enfin bref, ça a été pas mal d'étapes et d'organisation à mettre en place. Aujourd'hui, on avance, on garde espoir car elle et tous les malades méritent de se battre pour qu'ils aient une meilleure vie, parce que on a la chance que la maladie soit de mieux en mieux prise en charge. Et du coup, le but, c'est vraiment de se battre pour qu'ils puissent avoir la meilleure vie possible. Et aussi se battre pour la recherche, parce que typiquement, Alice, elle n'est pas éligible aux médicaments qui existent aujourd'hui. Et moi, c'est pour ça que je suis du coup devant vous aujourd'hui. Alors, c'est pas facile, hein, mais je trouve que c'est important de pouvoir parler de cette maladie, de pouvoir se mobiliser pour continuer la recherche. Et voilà, Alice, elle nous le rend tous les jours, donc on a envie de se battre pour continuer. Et du coup, je vais laisser la main à José, qui est notre représentant au niveau de la délégation Nord-Pas-de-Calais de l'association Vaincre la mucoviscidose, qui va pouvoir vous parler de la maladie et de l'association. Alors, on ne t'entend pas, José. J'ai pas Voilà, accès. nickel. Je vous disais bonjour à tous et puis merci Camille, parce que je crois que tu en as déjà dit beaucoup sur la muco. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir ajouter, mais je vais en ajouter un petit peu. Voilà. Donc, je vais d'abord vous présenter un petit peu ce que c'est que la maladie. Et puis ensuite, on parlera de l'association dans un autre temps. Je vais essayer. Hop. Toc. Donc, la mucoviscidose, je vous propose de retenir quelques mots-clés pour comprendre déjà cette maladie. C'est tout d'abord une maladie génétique, donc qui se transmet par les gènes. C'est une maladie rare, même si c'est la maladie la moins rare des maladies rares, ça reste une maladie rare. C'est une maladie qui est non contagieuse. C'est important pour nous de le signaler tout de suite, parce que vous pouvez embrasser les petits mucos sans crainte et les laisser auprès de vos enfants. Ils ne vous contamineront pas. Mais c'est une maladie plurielle et donc complexe, parce que
Camille, tu nous parlais du gène de la muco. Il faudrait plutôt dire les gènes de la muco, puisqu'il y a plus de 2000 mutations qui ont été repérées et qui vont avoir pour conséquence la mucoviscidose, plus la combinaison de ces 2000 mutations. Vous voyez que c'est une maladie qui est très, très complexe, qui va donc être très difficile à traiter. C'est une maladie grave parce que les conséquences sur l'état de santé des patients vont être très importantes, tant au niveau respiratoire, donc des atteintes pulmonaires, mais aussi digestif, comme on verra un peu après. C'est une maladie qui va être contraignante parce qu'elle va nécessiter d'abord la prise de nombreux médicaments, de nombreux soins, de la kiné, des hospitalisations, etc. Malheureusement, c'est une maladie aussi qui est évolutive, qui petit à petit va gagner du terrain sur le patient, qui va s'aggraver, donc on aura besoin de soins en permanence. Et puis malheureusement, mais on va y arriver, ça reste une maladie incurable et qui est toujours mortelle. Donc c'est pour ça qu'on est... Ah, on a perdu José. Il y a sa connexion qui a peut-être sauté. Ouais, j'essaye de le faire remonter sur scène. Hop. Je ne sais pas si tu voulais enchaîner peut-être, Camille, concernant la maladie. Oui, je crois que j'ai... On l'a c'est retrouvé. Bon. Voilà, nickel. Donc j'ai changé, je suis passé avec le téléphone. J'en étais, je ne sais pas où vous êtes, j'en étais sur malheureusement que la maladie était toujours mortelle et incurable. Et que, donc, Oui, ça on l'a entendu. Eh ben Ouais. voilà, c'est très bien. On va peut-être aller un petit peu plus loin. Je n'arrive plus. Voilà. Alors, quelques chiffres. Il faut savoir qu'il y a plus de 7500 malades en France, ce qui en fait toujours une maladie rare, et que l'âge moyen des patients ont aujourd'hui 25 ans. Ce qui veut dire aujourd'hui 60% des patients sont adultes. C'est un chiffre important pour nous parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il n'y avait guère beaucoup d'adultes mucoviscidoses. Puisque l'espérance de vie quand nous avons créé l'association était de 6 ans, alors qu'aujourd'hui, elle a nettement augmenté, on parle de 42 ans. C'est vous dire que la population adulte est arrivée, et donc avec de nouveaux défis aussi pour l'association. Une personne sur 34, et ça c'est important pour nous tous, pas seulement pour les patients, mais une personne sur 34 est porteur sain de cette maladie, c'est-à-dire qu'il a dans ses gènes une mutation qu'il va transmettre ou pas au niveau de ses enfants. Donc c'est beaucoup moins rare qu'une maladie de 7500 malades, c'est-à-dire un élève par classe, moi je prends souvent ça comme exemple, un élève par classe porte le gène de la mucoviscidose. Je le disais tout à l'heure, c'est compliqué parce que c'est plus de 2000 mutations que nous avons repérées qui vont provoquer la mucoviscidose, avec des degrés plus ou moins graves. Tous les 3 jours, en France, naît un enfant atteint de cette maladie. Et puis malheureusement, aujourd'hui, on parle de l'âge médian des décès de 38 ans. Je le porterai plutôt à 42 ans, même selon les derniers chiffres. Mais ces chiffres n'ont plus grand sens aujourd'hui puisqu'il y a eu une révolution un petit peu médicale dernièrement, le traitement de la mucoviscidose, et qu'on a du mal à évaluer. Voilà. Est-ce qu'on m'entend encore? On m'entend encore? Oui, on t'entend. Je ne sais pas, il se passe des problèmes de connexion. Voilà. Alors concrètement, la mucoviscidose, c'est quoi? Donc on l'a dit, c'est une maladie génétique donc qui va être transmise par les 2 parents. Il faut que les 2 parents soient porteurs sains, ce qui va nous donner, en fin de compte, 4 possibilités. Une chance sur 4 d'avoir un enfant non malade quand les 2 parents, chacun donne un de ses gènes. Vous savez que nos gènes fonctionnent par paire. Quand chacun des parents donne son gène non muté, on aura un enfant totalement sain. Dans les 2 autres situations, quand l'un ou l'autre parent donne son gène muté, là, nous avons
nous aurons un enfant porteur sain, c'est-à-dire qui ne sera pas malade, mais qui va continuer à transmettre la maladie. Et malheureusement, la quatrième solution, c'est quand les deux parents donnent leur gène muté. Là, nous aurons un enfant malade, donc un petit patient mucoviscidose. La muco est compliquée et complexe, et donc elle évolue aussi différemment d'un patient à l'autre. On a même vu des cas de jumeaux homozygotes avec donc le même patrimoine génétique évoluer différemment. Donc, certaines choses nous échappent certainement encore aujourd'hui sur l'évolution de cette maladie. Elle va malheureusement détériorer vraiment le système respiratoire, mais aussi digestif. Je sais que le système respiratoire, le grand public le connaît mieux. Tout à l'heure, Camille nous parlait de Grégory Le Marchal. Je crois qu'il a donné un visage à cette maladie. Mais les conséquences digestives sont tout aussi importantes pour cette maladie. Ça engendre aussi parfois potentiellement des pathologies associées, comme le diabète, par exemple. Et puis, sachant que ça ne se guérit toujours pas et qu'on est là pour que la recherche avance et qu'un jour on puisse dire c'est terminé, on a vaincu la maladie. J'espère ne pas être trop long. Au quotidien, la mucoviscidose a des conséquences donc sur la respiration avec une toux fréquente et chronique, des infections respiratoires très fréquentes, une sensation d'étouffement, une destruction pulmonaire progressive et irréversible. C'est surtout ça qui est important à retenir, c'est que en général, on ne meurt pas de la mucoviscidose, on meurt des conséquences de la mucoviscidose, notamment par exemple au niveau poumon. Les infections pulmonaires à répétition vont détruire petit à petit les poumons, et un poumon détruit ne peut pas se reconstruire. Les autres atteintes qui sont au niveau de la digestion, on a des atteintes au niveau des intestins, du pancréas qui est très important au niveau de la digestion et aussi sur la maladie du diabète. Le foie est atteint également, ce qui va provoquer des douleurs abdominales, une mauvaise digestion et un manque d'appétit. Alors c'est soit un manque d'appétit ou soit parfois on a des enfants qui sont des petits taurus, qui mangent énormément. C'est selon. Des difficultés de prise aussi de poids ou de croissance. En tout cas, retenons que la vie en général d'un patient mucoviscidose est très bouleversée, que ce soit bien entendu au niveau physique, vous l'aurez bien compris, mais aussi au niveau psychologique. Les familles aussi sont atteintes par cette maladie parce que c'est l'incertitude de chaque jour. Et puis, au niveau de la parentalité, puisque nous ne l'avons pas cité, mais aussi au niveau du système reproducteur, les patients sont atteints, notamment les garçons, qui vont devoir avoir un recours à la PMA. Les soins seront contraignants donc pour les malades. C'est en moyenne, et parfois bien plus, au moins 20 médicaments à prendre par jour. Il peut y avoir aussi, en cas de grosse infection, des antibiothérapies importantes qui se mettent en place avec des soins qui peuvent aller jusqu'à 6 heures par jour dans ce cas-là. Ce sont des hospitalisations régulières et puis, vous l'aurez compris, une qualité de vie qui peut être fortement entravée par la fatigue, par l'affaiblissement tout doucement. Voilà, je n'ai terminé pour expliquer la maladie. Je peux répondre à des questions s'il y en a. Merci beaucoup, José, pour toutes tes explications concernant la maladie. Et merci aussi, Camille, pour ton témoignage avec lequel on a débuté. On avait une question dans le chat concernant si une personne sur 34 est porteuse saine ou une personne sur 34 a la maladie. Mais du coup, en regardant les slides, c'est bien une personne sur 34 qui est porteuse saine. Donc, on y a répondu. Merci en tout cas à tous les deux. On va revenir juste après sur les soins thérapeutiques en lien avec la mucoviscidose, comment soigner cette maladie. Donc Julie, on va y répondre juste après. Et avant ça, on va passer à un deuxième témoignage pour présenter une autre maladie qui touche une autre enfant, la fille de Paul, donc sur l'atrésie de l'œsophage. Donc je lui laisse la parole pour témoigner. Tout d'abord, bonjour à tous. Et voilà, donc moi, vais vous parler de Zélie, une de mes 2 championnes. Voilà, Zélie, c'est une des 2 jumelles que j'ai eu la chance d'avoir l'année dernière. Zélie, elle est née avec l'atrésie de l'œsophage et on ne savait pas qu'elle l'avait. C'est-à-dire qu'en fait, c'était muet à ce moment-là. On savait qu'il y avait un petit problème parce que sa poche était un peu trop grosse, donc il y avait trop de liquide amniotique.
on suspectait une atrésie, mais du duodénum, qui parfois se couple avec l'atrésie de l'œsophage. Il faut savoir que l'atrésie de l'œsophage, c'est un grand nuancier. Chaque enfant va avoir, des déclinaisons spécifiques. C'est pour ça que moi, je vais m'attarder sur Zélie et je laisserai Gabriel après, avancer un peu plus sur la généralité. Donc elle est née avec, l'atrésie de l'œsophage, ce qui fait que en fait, une anatrésie, je vous explique, hein, également, c'est ce que moi j'appelle un mauvais raccord de tuyau. C'est-à-dire que l'œsophage, normalement, c'est un tuyau qui doit être aligné, heu, tout simplement, et l'atrésie, c'est un manque de tuyau. Je parle de tuyauterie, c'est toujours plus sympa de parler de tuyauterie que de malformation, mais ça reste une malformation. Hem, Zélie a eu de la chance, c'est que c'est une atrésie de type 3, c'est-à-dire qu'il manque pas grand-chose. Mais il y a quand même ce qu'on appelle, la création d'une fistule. C'est que le corps humain, malgré tout, il se dit: «Il y a un raccord à faire, je vais faire autrement». Donc il a raccordé, l'œsophage, le bout de l'œsophage qui va vers l'estomac, directement, sur la trachée. Ce qui fait qu'il y a une fistule, donc quand elle respire, l'air qu'elle inspire va aller directement dans son estomac et gonfler son estomac. C'est pour ça qu'en fait à J0, elle est prise, tout de suite, en bloc, pour, venir poser ce qu'on appelle une gastrostomie. Un bouton de gastrostomie, c'est un bouton qui va permettre de faire un raccord direct entre l'extérieur et l'estomac, et cette gastrostomie va pouvoir, dans ce cas-là, permettre à l'air de s'exfiltrer de l'estomac pour éviter justement que l'estomac éclate à ce moment-là. Ça ne suffit pas, donc dans la même intervention, il coupe la fistule. C'est une intervention très, très lourde, très, très compliquée. La naissance de mes filles, ça a été le bonheur, mais la peur, la crainte. Enfin, c'était un grand mélange d'émotions. Je pense qu'on le sent un peu à ma voix. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Hem, Ça a été le début du parcours. On a su du coup que ça s'était «réglé» entre guillemets, mais qu'il fallait du coup s'attaquer à l'atrésie de l'œsophage en elle-même et l'atrésie du duodénum qu'on avait déjà détectée. C'est des chirurgies lourdes qui vont être appliquées à des moments un peu clés. En fait, les chirurgiens attendent un poids spécifique pour arriver, dans des moments où on est sûr de la bonne prise, de la chirurgie, que, le post-op se passe bien. Il y a beaucoup de complications, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est un parcours qui a duré à peu près, 4 mois d'hospitalisation, donc du 2 janvier jusqu'au 2 mai, où enfin on a eu le droit de sortir avec Zélie du CHR de Lille, où elle est toujours suivie, hein, du coup, au sein du CRACMO, c'est le centre de référence, pour les atrésies. Voilà, une fois raccordé, ben, ça ne se termine pas là, hélas. Ça serait tellement bien qu'une fois que les tuyaux soient bien mis, on n'en parle plus. Mais il faut savoir qu'en fait, l'atrésie de l'œsophage, une fois que c'est opéré, donc moi je parle de mon cas, hein, je laisserai Gabriel réellement pour tous les autres types d'atrésie parce que j'ai pas la place, pour tout retenir. Mais en fait, comme c'est un tissu cicatriciel, vu qu'on vient raccorder les 2 morceaux, une cicatrice, c'est comme nous, ça vit, ça grandit, et ça grandit aussi avec elle parce que, bah, du coup, elle était toute bébé à l'époque. Maintenant ça va, elle a bien, bien grandi, mais ça vit avec elle, et du coup la cicatrice peut vivre et ce qu'on appelle se sténoser. Donc en fait, se sténoser, c'est-à-dire que l'œsophage, au lieu d'être droit, il va venir tout doucement se refermer, et ça crée, bah, du coup des risques graves, dans le cadre de l'alimentation. Ça peut créer ce qu'on appelle des bouchons parce que, bah, du coup forcément l'aliment ne passe pas. Ça bloque, il y a un blocage. Le fait que l'œsophage soit bloqué, ça va venir taper, sur la trachée, et qui dit trachée dit respiration. Donc on arrive sur des bouchons, où, l'enfant ne respire plus. Nous, on a eu ce cas-là hélas, en fin d'année dernière, où elle a eu un bouchon, donc on a réussi à extirper l'aliment, et il y a eu un suivi. Donc c'est comme ça aussi qu'on a découvert cette sténose-là, qui a été, du coup la sténose, on la dilate, hein, ça reste pas comme ça. On revient à un diamètre, normal, on va dire. Mais il faut toujours faire attention. C'est une maladie rare qui nécessite de la chirurgie dans un premier temps, mais qui va nécessiter une vigilance, tout au long de sa vie, surtout dans les premières années parce que, bah, elle a du mal à communiquer, à s'exprimer forcément, hein, elle apprend et cetera. Donc c'est à nous d'être vigilants dans ces moments-là, et puis après ça sera à elle de vivre avec cette maladie-là. Voilà, un petit peu pour tout ça, et je vais laisser Gabriel du coup parler de l'atrésie, mais,
au sens général. Bonjour à tous. Alors déjà, je vous remercie tous pour votre engagement et l'organisation de ce challenge. C'est pour nous des événements très importants qui nous permettent de financer, de faire vivre l'association et les différentes les différentes choses que l'on peut mettre en place. Alors, Paul en a déjà dit beaucoup sur l'atrésie, c'est très bien, je vais peut-être pouvoir illustrer un peu. Juste pour dire un mot, moi je suis aussi papa d'un enfant qui est né, qui a 7 ans aujourd'hui avec une atrésie de l'œsophage. Alors, j'essaie de passer la diapo. Et donc, je me suis engagé rapidement après dans l'association française de l'atrésie de l'œsophage, puisque c'est la seule association qui permet de représenter les patients atteints de cette maladie en France et qui apporte énormément de ressources et finalement d'informations aux parents. Et dans le cas de ces maladies qui sont rares et peu connues, c'est essentiel en tant que parent d'avoir une connaissance parce que les médecins, notamment les médecins de ville, ne sont pas forcément formés à l'ensemble des conséquences de ces pathologies. Donc, l'atrésie de l'œsophage, comme l'a dit Paul, c'est une malformation qui apparaît, qui naît en fait pendant le développement embryonnaire, et c'est une discontinuité de l'œsophage. Donc, j'ai mis en le petit schéma un enfant normal avec une trachée, un œsophage continu, et dans la plupart des cas d'atrésie de l'œsophage, à peu près 85% des cas, c'est une discontinuité avec un espace assez restreint entre le cul-de-sac supérieur de l'œsophage et le cul-de-sac inférieur. Et en fait, la partie inférieure est souvent connectée à la trachée. Ça, c'est la majorité des cas. Ces cas-là sont bien connus et aujourd'hui, les interventions chirurgicales permettent de le réparer. Je ne vais pas dire facilement parce qu'il peut toujours y avoir des conséquences à cette chirurgie, mais c'est bien pris en charge. Il existe par contre d'autres types d'atrésie, notamment l'atrésie de type 1 qui est moins fréquente, c'est à peu près 7 à 10% des cas, où l'espace entre les deux cul-de-sac est beaucoup plus long. Et dans ces cas-là, il faut attendre parfois plusieurs mois, voire plusieurs années, avant de pouvoir remettre en continuité l'œsophage. Et donc, dans ces cas-là, il y a une alimentation qui est faite par gastrostomie, donc directement dans l'estomac, et évidemment des gros soucis de développement de l'oralité et de l'alimentation. Il y a aussi une autre conséquence directe de l'atrésie. Ce n'est pas une conséquence, c'est même une malformation qui est associée, c'est la trachée. Normalement, la trachée est semi-rigide et quand on respire, eh ben, elle ne se ferme pas, ça reste un tube. Dans l'atrésie de l'œsophage, la plupart des enfants naissent avec une trachée qui est molle ou partiellement molle. Et ça a aussi des conséquences ça entraîne des troubles respiratoires. Il y a notamment une toux qui peut être très forte et impressionnante et des affections pulmonaires à répétition parce que la motilité de la trachée n'est pas normale et donc on ne peut pas sécréter, les enfants ne peuvent pas rejeter, disons, le mucus qui normalement remonte spontanément. C'est une maladie qui touche, donc une malformation qui il y a à peu près 160 naissances par an en France, donc c'est une maladie rare, mais c'est la moins rare des maladies qui touchent finalement qui touchent le système digestif. Ça reste assez fréquent parmi ces maladies rares. Et dans 50% des cas, il y a des malformations qui vont être associées à l'atrésie de l'œsophage. Ça peut être des malformations au niveau des vertèbres, de l'anus, de la trachée, de l'œsophage, des reins ou d'autres. Et donc, c'est souvent, dans 50% des cas, des syndromes polymalformatifs. Donc, avec toutes les conséquences qu'il peut y avoir, donc de multiples chirurgies pour réparer aussi les autres troubles associés. Contrairement à la mucoviscidose ou à d'autres maladies rares, l'atrésie de l'œsophage, ce n'est pas une maladie génétique, ce n'est pas une malformation qui est issue d'un gène en particulier, de la mutation d'un gène en particulier. La plupart des cas sont sporadiques, donc isolés dans les familles.
On peut trouver des anomalies génétiques associées dans le cas de syndrome multimalformatif, mais aujourd'hui, il n'y a pas de cause génétique ou même de cause environnementale qui est directement reliée à l'apparition de l'atrésie de l'œsophage. On ne sait pas qu'est-ce qui cause effectivement l'atrésie de l'œsophage. Alors, je vais peut-être passer là. Voilà, pour dire un mot, c'est très rarement diagnostiqué avant la naissance. Il peut y avoir des signes qui mènent à une suspicion d'atrésie de l'œsophage, mais en fait, on peut vraiment être sûr qu'au moment de la naissance, parce que l'enfant ne peut pas déglutir la salive, et donc, dans le meilleur des cas, les hôpitaux qui connaissent bien la maladie font un test directement en introduisant une sonde dans la bouche et puis voient si la sonde bute quelque part. Et dans la plupart des cas, malheureusement, c'est parce que finalement l'enfant respire sa salive et développe un étouffement. Et c'est dans ce cas-là, après, qu'on diagnostique une atrésie de l'œsophage. Donc, dans la plupart des cas, la chirurgie est aujourd'hui bien connue. Je crois que la première chirurgie a eu lieu dans les années 50. Et donc, il s'agit d'une remise en continuité de l'œsophage. On referme la fistule qui existe entre l'œsophage et la trachée. Et donc, ça forme ce que j'ai illustré là sur ce petit schéma, comme disait Paul. Il y a un rétrécissement qui se fait au niveau de la suture, et la partie supérieure de l'œsophage, en fait, ça forme souvent un entonnoir, et ça, ça entraîne souvent des troubles après pour l'alimentation, des blocages alimentaires, et donc il y a de multiples opérations qui peuvent être nécessaires, ce n'est pas toujours le cas, pour dilater ce qu'on appelle cette sténose, ce rétrécissement. Dans le cas de mon fils, à 7 ans, et on a fait 12 dilatations, donc à chaque fois avec excusez-moi, je perds mes mots, une anesthésie générale, une hospitalisation, et de temps en temps, ça se passe bien, et puis il va durer 3-6 mois où il n'y aura plus de problème, et puis ça revient, et puis ça s'arrête. Il y a des enfants qui n'en ont pas besoin, et il y a des enfants pour qui ça va durer jusqu'à l'âge de 7-8 ans. En général, après, il y a moins de répétitions en grandissant. Voilà pour ça. Il y a donc, comme je le disais, des cas plus difficiles en fonction de comment la malformation a eu lieu, si les deux morceaux d'œsophage sont très éloignés. Il peut y avoir recours à des greffes. Donc, en général, c'est des greffes de parties de côlon qui vont remplacer l'œsophage quand c'est vraiment pas possible de rabouter les deux bouts. Et après la chirurgie, il y a un certain nombre de conséquences qui sont très fréquentes chez ces enfants. Il y a beaucoup de reflux gastro-œsophagien, donc du reflux. Donc les enfants sont quasiment systématiquement traités avec des traitements qu'on appelle des inhibiteurs de la pompe à protons, type Inexium ou d'autres molécules de ce type. Ça permet de limiter l'acidité en fait l'acidité du contenu gastrique et éviter que le tissu œsophagien s'abîme en fait, parce que les gens qui n'étaient pas traités avec ces traitements en fait peuvent développer à l'âge adulte des cancers de l'œsophage liés à cette altération en fait, à cette acidité très fréquente. Il y a très très souvent des soucis respiratoires, donc comme je le disais, des affections pulmonaires à répétition, parce qu'en fait les reflux ou même le bol alimentaire va facilement passer dans la trachée et dans les poumons, donc ça s'affecte. Donc souvent on traite avec des antibiotiques, ça peut aller jusqu'à des antibiothérapies, donc en systématique, les hivers, on donne des antibiotiques par prévention. Il y a plus souvent que dans la population générale, des inflammations chroniques de l'œsophage, des œsophagites, ou des intolérances à certains aliments qui vont plus facilement inflammer l'œsophage. Les troubles de l'oralité qui peuvent être liés au fait que
justement l'alimentation et pendant parfois 4-5 ans, ça va être une alimentation sous forme de purée, d'aliments mixés, et donc les textures ne vont pas être forcément bien acceptées par les enfants. Donc il y a beaucoup de travail à faire avec des spécialistes de l'oralité, des orthophonistes pour passer ces étapes. Et voilà à peu près ce que je pouvais dire là-dessus. Et alors, vivre avec l'atrésie de l'œsophage, du coup, on passe peut-être sur la partie, la partie suivante. C'est ça. Là, on va pouvoir aborder la deuxième partie de ce meet-up, c'est comment vivre maintenant avec ces maladies. Et du coup, on va enchaîner directement avec toi, Gabriel, étant donné que tu es lancé sur l'atrésie de l'œsophage, et on enchaînera avec José, qui va nous expliquer aussi comment vivre avec la mucoviscidose. Voilà. Alors, forcément, c'est un parcours médical qui est très important depuis la naissance et parfois jusqu'à l'âge adulte. Il y a un suivi très important au niveau avec des gastropédiatres ou des pneumopédiatres. Ça dépend forcément des symptômes que développe l'enfant. Comme j'ai dit, l'oralité avec des séances d'orthophonie, la psychomotricité, puisque l'opération en elle-même induit souvent si vous voulez, un déplacement des vertèbres pour accéder à l'œsophage, et donc il peut y avoir des scolioses fréquemment associées. Donc il y a tout ce pan à suivre. En France, on a la chance, et la FAO a participé au développement de cette filière, d'avoir un centre de référence, le CRAGMO, qui coordonne finalement un peu les études et émet des recommandations de soins. Donc, il y a un protocole national de diagnostic et de soins. Et ensuite, il y a une trentaine de CHU en région ou même à Paris qui sont labellisés centres de compétences. Et donc, ça permet finalement à des équipes chirurgicales de pouvoir pratiquer les chirurgies et le suivi de l'atrésie de l'œsophage en région, dans les CHU locaux. Cependant, la plupart de ces centres opèrent 1 à 2 patients par an, et donc c'est aussi difficile pour ces équipes de rester à la page ou de bien connaître l'ensemble des symptômes qui peuvent apparaître suite à l'atrésie de l'œsophage. Et c'est notamment le cas des pédiatres et des médecins de ville qui ont entendu parler de l'atrésie de l'œsophage, mais comme une malformation réparable à la naissance, et ne connaissent pas l'ensemble des conséquences, notamment au niveau respiratoire, au niveau de l'oralité, ou tout ce que ça peut engendrer pour les familles de vivre avec un enfant et d'élever un enfant avec une atrésie de l'œsophage. Ça, c'est voilà. Donc après, il y a bien sûr toutes les conséquences qu'on connaît. C'est le cas pour toutes les maladies rares. Pour la famille, il faut bien sûr, ça peut être souvent un arrêt de travail. Il y a le regard extérieur aussi. Je parlais tout à l'heure de l'atout qui est lié à cette trachéomalacie, cette trachémole, et les témoignages sont toutes les familles, vous savez, de la part de leur entourage ou même des inconnus dans la rue, de se faire interpeller. Il faut faire quelque chose pour votre enfant. Et en fait, on ne peut rien faire. L'atout, c'est ce qui leur permet de rejeter le mucus qui est dans le poumon, et il faut juste être patient et accompagner. Ça peut être très dur, des nuits interminables avec des toux dont on peut rien faire. Si on va à l'hôpital, il ne faut rien non plus. Donc c'est beaucoup de choses comme ça. Et puis le fait qu'il faut vraiment être pédagogue, même avec les équipes médicales. Quand on va aux urgences pour une pneumopathie, ou c'est souvent confondu avec un asthme, donc ils vont mettre en place des traitements habituels de l'asthme, tels que la ventoline. La ventoline, en fait, ça empire les symptômes puisque ça rend la trachée encore plus molle. Donc, il ne faut pas intervenir là-dessus. Et les médecins, même aux urgences, ne le savent pas. Et donc, si on n'a pas la chance d'avoir un pneumopédiatre impliqué et qui connaît le protocole, donc il y a d'autres molécules qui existent pour permettre de dilater les poumons et d'améliorer la respiration dans ces cas-là. Mais si les parents ne le savent pas, les équipes médicales ne le savent pas, et en fait, ça peut mener à des impasses thérapeutiques qui peuvent être assez graves
parfois. Donc voilà, il faut le but, je reviendrai après sur les actions d'association, mais c'est aussi d'informer les parents, d'informer les équipes médicales pour que cette prise en charge soit améliorée. Et voilà. Globalement, quand même, pour aller sur une note positive, aujourd'hui, le taux de survie des enfants avec une atrésie de l'œsophage, dès lors que, alors il est directement dépendant du poids de naissance et des malformations associées, mais en général, s'il n'y a pas de malformation cardiaque associée et que l'enfant naît avec un poids suffisant, le taux de survie est proche de 100%. Et puis, pour la plupart des enfants, à partir de 7-8 ans, les problèmes respiratoires sont moindres et le suivi est moins régulier et puis les enfants peuvent vivre normalement. Mais il existe bien sûr des cas plus problématiques et avec des suivis toute leur vie. Aujourd'hui, il y a eu des bonnes avancées en termes de chirurgie et de suivi. Donc, les enfants qui deviennent adultes aujourd'hui ou qui deviendront adultes bientôt sont mieux pris en charge. Mais dans les adultes, disons ceux qui sont nés il y a 15-20 ans, il y a des gens qui ont toujours des problèmes alimentaires parce qu'ils ont justement un œsophage rétréci, ça n'a pas été bien pris en charge, et donc il peut y avoir des conséquences pour toute la vie. Merci beaucoup, Gabriel. Ouais. Il y avait une question de Camille dans le chat. Est-ce qu'il y a une prise en charge de kiné respiratoire possible pour la toux? Oui. Oui, c'est souvent recommandé justement pour permettre finalement de recracher le mucus qui ne peut pas sortir naturellement, donc la kiné est possible. Après, alors, de ce que j'en sais, c'est que les méthodes traditionnelles, type de clapping ou des choses comme ça, sont pas recommandées parce que justement cette trachée molle ne le permet pas, et donc c'est plutôt une souffrance pour les enfants qu'autre chose. Mais alors là, je connais un peu moins bien, mais je sais que c'est recommandé et ça peut être très efficace, notamment en cas de crise respiratoire. Merci beaucoup, Gabriel. Si jamais vous avez d'autres questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser directement. On y répondra avec grand plaisir. Encore merci, Paul, pour son témoignage, et merci beaucoup, Gabriel, pour toutes les informations fournies sur la maladie. Avant de passer aux actions de l'association que vos deux associations font, on va passer directement à vaincre la mucoviscidose. Donc, comment bien vivre avec la mucoviscidose. Et donc, on va revenir avec José qui va nous en dire un petit peu plus. Alors, on ne t'entend pas, José. Hop, il faut juste réactiver le micro. Voilà, super, merci. Voilà. Avant de passer aux solutions, les dernières qui sont arrivées, je vous dirais aussi, on a des points communs avec ce que tu viens de dire, Gabriel. Au niveau des soins quotidiens que j'évoquais très rapidement tout à l'heure, au niveau respiratoire, dont les soins quotidiens et qui dureront toute la vie, c'est la kiné respi, qui pour nous est très 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 importante. Elle a augmenté l'espérance de vie de manière considérable quand on a vraiment appliqué cette thérapie. C'est une kiné respiratoire un peu particulière que certains kinés donc apprennent à faire. Il est important que les kinés soient formés. Nous, au niveau de l'association, on a une association qui s'appelle l'AMK, qui est l'association des kinés mucos, qui ont mis en place une technique et qui forment aussi bien d'autres kinés de ville, mais également les parents eux-mêmes pour assurer cette kiné qui est très très importante, encore une fois. D'autres médicaments, j'ai parlé de beaucoup de médicaments, donc en dehors de l'antibiothérapie qui est souvent nécessaire, nous avons les problèmes digestifs, puisque le patient muco n'assimile pas bien ce qu'il mange. Donc pour sa croissance, mais aussi pour sa vie, ils auront besoin d'aide là-dessus. On va devoir donner des enzymes pancréatiques, puisqu'il y a un gros défaut d'enzymes pancréatiques dans la muco, ce qui fait qu'en mangeant, un patient va devoir prendre toute une somme de médicaments, d'enzymes pancréatiques pour pouvoir assimiler ce qu'il mange. C'est un traitement qui est hyper important
puisqu'il va maintenir le patient en bonne santé, puisqu'il va profiter de ce qu'il mange. Le patient, sinon, n'assimile pas ce qui est les graisses, il n'assimile pas les protéines, n'assimile pas non plus les vitamines, donc il a besoin de ces enzymes pour tout ça. Jadis, on disait ne faites pas de sport puisque essayez de préserver votre capital santé. Aujourd'hui, enfin depuis plusieurs années maintenant, on dit au contraire faites du sport. Et donc on va développer ces pratiques sportives ou en tout cas d'activité physique adaptée le plus possible pour les patients. Des soins donc quotidiens, ça c'est la muco, j'ai envie de dire, d'avant 2020. Depuis, tout ça continue, notamment grâce à notre réseau aussi de centres de compétences qu'on a développés, on a une trentaine en France, hein, à peu près une par grande région, qui regroupe un certain nombre de médecins qui sont et qui vont apporter les réponses. Maintenant, depuis quelques années, nous sommes arrivés à l'ère des modulateurs. Donc, c'est une grosse évolution au niveau des traitements. Depuis 2012, ces modulateurs sont apparus. Le premier s'appelant le Kalydeco. Alors, le modulateur, c'est un traitement au niveau de la protéine. Tout à l'heure, ce que je n'ai pas expliqué dans la mucose, c'est que c'est une maladie génétique. Le gène qui est impliqué dans cette maladie génétique, c'est le CFTR. Et ce gène CFTR produit une protéine. Il sert à produire une protéine qu'on appelle également CFTR. Cette protéine va permettre les échanges gazeux entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Je ne vais pas être trop technique parce que ça va être compliqué à comprendre. Mais donc, l'idée du traitement de la protéine, c'est d'agir sur cette protéine, soit de l'activer et de la rendre compétente, j'ai envie de dire, pour que cette fonction remarche. Donc, le Kalydeco est le premier médicament dans cet axe-là qui a été développé. Ensuite, on a eu l'Orkambi en 2015 et le Symkevi en 2021. Bon, ces trois traitements, d'abord, étaient ciblés sur quelques patients seulement, enfin, sur quelques catégories de patients, puisque je vous rappelle, il y a 2000 mutations, donc le problème est complexe. Mais on ouvrait la porte déjà sur des possibilités de traitement. En 2021 est arrivé, en même temps que, même un peu avant, parce qu'en 2021, c'est la mise sur le marché en France, mais au moment de 2 ans avant, à peu près, aux États-Unis, un médicament se mettait au point qu'on a appelé en France le Kaftrio, qui reprend un petit peu les avancées du Kalydeco, etc., mais qui combine à un certain sens, c'est en sorte une trithérapie, et qui va permettre là de s'adresser à un grand nombre de patients, notamment les patients qui ont au moins une mutation qu'on appelle la delta 508, qui est la mutation la plus courante, notamment en Europe et en Amérique du Nord. Ce qui va donc concerner énormément de patients. Cela dit, en 2025, 35% des patients ne peuvent pas bénéficier de ce Kaftrio, parce que soit pour des mutations rares, non concernées par la delta 508, et qui donc rendent inopérant le traitement. Également, les patients greffés, on verra un petit peu après la greffe, mais les patients greffés, il y a une contre-indication, pas systématique, mais quand même très très importante. La balance avantage-risque souvent va plutôt du côté du risque, puisque les patients greffés ont un traitement pour gérer leur greffe qui est lourd et qui peut parfois ne pas correspondre avec le Kaftrio. Et puis aujourd'hui, les patients de moins de 2 ans en France ne sont pas autorisés à recevoir le Kaftrio. C'est une bagarre que l'association mène depuis des années, puisque depuis quelques années, depuis que Kaftrio existe, au départ c'était l'âge de 12 ans, ensuite on est descendu à l'âge de 6 ans, et après l'âge de 2 ans, et on espère bien que bientôt on pourra donner le Kaftrio dès la naissance. Il y a donc urgence pour se mobiliser, puisque vous voyez, au moins 35% n'ont pas
le Kaftrio, et le Kaftrio n'est pas la solution miraculeuse que l'on pourrait croire. Je vais passer à l'autre slide. Donc, je vais faire un focus sur ce Kaftrio parce que vous en avez peut-être entendu parler si vous êtes intéressé à la muco. Ce médicament est une avancée thérapeutique vraiment majeure. J'en ai pleuré quand on a pu le mettre sur le marché en France. Pour tous les problèmes de la maladie, il ne concerne pas tous les patients. On l'a dit, 35% des patients ne sont pas concernés. Si on veut faire un petit peu la balance, en termes d'évolution, bien entendu, il agit spectaculairement sur la fonction respiratoire, mais pas digestive. Il freine l'évolution de la maladie et ses effets secondaires sont les plus souvent mineurs. C'est vrai que la prise de médicaments, si elle occasionne sur le premier trimestre quelques soucis, bien souvent les choses rentrent dans l'ordre et il y a très peu d'effets indésirables. Les cures d'antibiotiques, les hospitalisations, les volumes de soins diminuent quand le patient peut bénéficier de ce traitement. Et puis surtout, le nombre de greffes, là c'est très très évident, le nombre de greffes depuis que nous bénéficions du Kaftrio, le nombre de greffes a considérablement baissé, il a baissé à peu près de 90%. La qualité de vie est améliorée nettement. Je dirais par exemple, au tout début, quand le Kaftrio n'était pas encore mis sur le marché en France, mais qu'on avait eu l'autorisation de le donner à titre compassionnel, des patients qui étaient en attente de greffe, qui étaient donc vraiment au bout du rouleau. J'ai une patiente qui m'a appelé, que je savais, elle, allongée dans son divan, sous assistance respiratoire en permanence, etc., qui me dit, José, j'ai acheté un vélo et je fais du vélo. Donc ça, c'était exceptionnel d'entendre ce genre de choses. Cela dit, je dis que ce n'était pas le miracle, parce que c'est déjà un traitement qui vient s'ajouter aux autres, parce qu'on ne réduit aucun autre traitement. Il s'agit d'un traitement qui est quotidien, qui doit se prendre à vie, avec 2 prises par jour, un le matin, un le soir, et des effets moindres ont pu être observés chez certains malades, c'est-à-dire qu'il y a certains malades qui réagissent un peu moins à cette maladie, à ce traitement, pardon. Les effets de la maladie continuent à se montrer. Alors, ils ne sont pas nombreux, ces patients, mais ils existent. Et puis, sur le long terme, surtout, puisque vous l'avez compris, c'est un traitement qui vient d'arriver. Sur le long terme, on est incapable de prévoir l'efficacité du Kaftrio et puis surtout sa bonne tolérance dans le temps. Alors, l'autre solution thérapeutique aujourd'hui extrême, c'est la transplantation. Ça, c'est la solution qu'on a depuis une vingtaine d'années maintenant, un peu plus, même, une trentaine d'années, qui a été fortement développée en France. Beaucoup de patients ont eu la vie sauvée grâce à ces transplantations pulmonaires, qui est la seule alternative possible, puisque quand on a des poumons qui sont totalement détruits, il faudra bien les remplacer. Un patient, je ne sais pas où je suis là, tac, tac, tac. Il n'y a pas que la greffe pulmonaire dans le cas de la mucoviscidose. Parfois, il faut associer aussi les greffes, la greffe de foie, des îlots pancréatiques, même aussi les greffes de reins. Donc, on peut avoir des multigreffés, si je peux dire comme ça. Et que une fois greffé, ce qu'il faut retenir également, c'est que le patient n'est pas guéri. Il reste mucoviscidose. S'il a greffé des poumons, ses poumons sont effectivement pas malades. Mais le reste de son corps reste muco, donc le reste de ses organes, par exemple tout l'appareil digestif, reste malade. Et puis en cas de greffe, il ne faut pas oublier que ça nécessite des antirogés qui sont des traitements lourds, qui ne sont pas sans conséquences, avec des risques de cancer qui sont nettement accrus et des maladies qui peuvent arriver de ce fait-là. 61% vivent encore aujourd'hui après la greffe, après 10 ans de greffe. Donc, c'est quand même un beau chiffre qui n'a fait que s'améliorer ces dernières années. On a 955 patients aujourd'hui, à l'heure où je parle, qui sont atteints de mucoviscidose et qui vivent avec un greffon, dont une soixantaine qui ont des greffes combinées, c'est-à-dire de plusieurs organes.
Je le disais tout à l'heure, le nombre de greffes depuis l'arrivée du CAF Trio, ça c'est vraiment une conséquence importante. Il est passé de 20 à 2 par trimestre, c'est-à-dire plus de 90% de baisse au niveau du nombre de greffés. Et ça, c'est une belle réussite. Voilà pour donc vivre avec la muco aujourd'hui, c'est toujours vivre avec énormément de traitements, mais c'est vivre avec un gros espoir, c'est l'arrivée de ces nouvelles thérapies. Je pense que la génération de la petite de Camille est une génération qui doit être plein d'espoir parce que ces traitements, on espère, vont empêcher l'évolution de la maladie et permettre une vie quasi normale. Ce que l'on voudrait, c'est que la mucoviscidose devienne non pas une maladie mortelle, mais d'une maladie mortelle devienne une maladie chronique qui nécessitera toujours des médicaments, mais qui permettra d'avoir une vie la plus normale possible. Voilà. Je crois que je vais rester sur cette note positive. Merci beaucoup, José, pour ton témoignage grâce à l'association. Et justement, pour conclure un petit peu tous nos échanges et tous vos témoignages, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu l'impact qu'ont vos associations pour lutter contre ces maladies-là et faire en sorte que tous les patients qui sont atteints de ces maladies puissent mieux vivre et plus longtemps. Je ne sais pas qui veut commencer, Gabriel ou José, pour présenter ce que vous faites peut-être. José, allez. Je vais rester sur mon élan. Alors, l'association, elle fête cette année ses 60 ans. On vient de célébrer les 60 ans de notre dernier AG qui avait lieu il y a 3 semaines. Donc, elle a été créée en 1965 par des parents de jeunes enfants. Quand ils créaient cette association, l'espérance de vie était de 6 ans. Il y avait aussi même beaucoup de décès avant. Donc, c'est vous dire la situation dans laquelle étaient ces familles. Aujourd'hui, ça reste toujours une association de parents et de patients, mais également, et ça a été l'originalité dès le départ, une association aussi de professionnels de soins. Donc, le cœur le noyau dur de cette association, elle est composée par ces 3 composants, des patients, des familles, mais aussi des médecins. Et puis, bien entendu, une association ne vit que si elle a des bénévoles, et les bénévoles restent son énergie principale. Et quand on est une maladie rare, on ne peut pas compter que sur les bénévoles qui seraient issus des familles. De nombreux bénévoles s'associent à nous, bien qu'ils n'étant pas du tout touchés par la maladie. Et ça, c'est très important pour nous. Vaincre la mucoviscidose, c'est une association qui a 4 piliers, 4 missions prioritaires. La première des missions, bien entendu, vous l'aurez compris, c'est guérir, puisqu'on ne s'appelle pas vaincre la mucoviscidose par hasard. Vaincre, c'est un jour guérir de cette maladie. Donc, les recherches, c'est financer les recherches, financer toutes sortes de recherches, bien entendu. Aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est la recherche protéique qui est la plus importante, qui nous permet de faire de grandes avancées. Mais on n'oublie pas la recherche génétique, qui avance aussi, qui a eu un petit boom quelques années et puis qui est revenu à certains écueils. Mais il y a encore pas mal d'espoir sur la recherche génétique aujourd'hui. Donc, voilà. Je vais faire assez vite parce que je crois que le temps passe. La deuxième mission que nous donnons, c'est de soigner. Avant d'être guéri, soyons le mieux soignés possible. Donc, ça a été la création de ces CRCM, des centres de compétences contre la mucoviscidose. Ça a fait avancer considérablement le traitement de la mucoviscidose. C'est soigner, c'est aussi développer ce réseau de kinés que j'évoquais tout à l'heure. La troisième des missions, c'est que si on n'est pas guéri, mais qu'on est plutôt bien soigné aujourd'hui, donnons-nous toutes les chances pour vivre mieux. Vivre mieux, c'est aussi bien accompagner les familles et les patients dans leur quotidien, les aider. Donc, ça peut être jusqu'à des aides financières pour s'équiper, pour se faciliter la vie. C'est aussi défendre leurs droits, parce que le droit des malades n'est pas toujours bien respecté ou bien connu, donc c'est défendre leurs droits, c'est
informer surtout aussi les patients et leurs familles qui parfois se trouvent un petit peu en détresse. Donc tout le réseau, les réseaux régionaux, donc moi je représente le réseau des Hauts-de-France, un peu plus grand que le Nord-Pas-de-Calais malheureusement. Ça sert à ça sert à sensibiliser, à rencontrer des familles, à informer les familles pour que les choses aillent mieux pour chacun. Quatrième et dernière mission que nous souhaitons donner, c'est bien entendu sensibiliser et informer. Sensibiliser et informer aussi bien, je le dis, les familles, mais aussi le grand public. C'est ce qu'on est en train de faire là maintenant. C'est de faire connaître la maladie, faire connaître l'association, les sensibiliser pour obtenir des dons, parce que le don, mais je crois que c'est vrai pour toutes les associations, le don, c'est le nerf de la guerre. On ne pourra pas financer la recherche ni financer les soins si nous n'avons pas les moyens. Et vaincre la mucoviscidose se repose sur essentiellement la générosité du public. C'est donc l'organisation de différentes manifestations, c'est participer à des réunions, des choses comme ça, pour aller dans les écoles aussi, pour expliquer ce que c'est que la maladie. C'est faire un petit peu tout ça. C'est faire ce que je suis en train de faire, j'espère le mieux possible, là, ce matin. Et surtout, c'est vous dire, vous qui êtes derrière les écrans, allez-y, participez à ce challenge, parce qu'il n'y a pas plus beau challenge que d'aider pour la vie, quelle que soit la maladie, c'est aider pour la vie. Et allez-y à fond. Voilà, je pense que j'ai tout dit, presque. On n'a jamais tout dit, mais on va dire quand même ça. Merci beaucoup, José. En tout cas, on vous a mis le lien aussi de l'association dans le chat, donc n'hésitez pas si vous voulez encore en savoir plus. Voilà, vous pouvez directement aller vous renseigner sur le site de l'association. Et puis pour finir, on va passer également à la présentation de l'association de l'atrésie de l'œsophage et des actions qui sont mises en place du coup par l'association avec Gabriel. Oui, merci. Alors, forcément, en tant qu'association de patients, on a finalement le même combat que vaincre la mucoviscidose et qui repose sur des piliers qui sont principalement l'accompagnement et l'information aux familles. Comme je disais tout à l'heure, je pense moi que c'est essentiel finalement que les familles connaissent la maladie de leur enfant pour pouvoir bien la prendre en charge. Et forcément, on promeut aussi la recherche, on soutient la recherche médicale. J'ai une petite diapo après, je vous en parlerai. L'objectif aussi est de sensibiliser l'opinion publique, les professionnels de santé et les pouvoirs publics, et puis d'améliorer la prise en charge de la maladie dans la globalité. Alors, pour le soutien aux familles, on a un grand nombre d'actions. Donc, l'association a 22 ans et on a notamment des groupes de discussion, on a une permanence téléphonique, il y a un certain nombre de ressources en ligne qui sont assez intéressantes pour les familles sur notre site internet. On édite alors plus ou moins régulièrement en fonction des disponibilités des adhérents un magazine spécialisé avec des témoignages ou des interviews de professionnels, des témoignages de familles et un certain nombre de dossiers. On anime ou on finance parfois des ateliers thérapeutiques ou des ateliers cuisine pour les familles qui ont des enfants avec des troubles de l'oralité liés ou non d'ailleurs à l'atrésie de l'œsophage. On organise tous les ans une rencontre qui est la journée des familles qui aura lieu la fin juin où les familles peuvent se rencontrer, échanger, et puis il y a un certain nombre d'ateliers aussi dédiés justement à la prise en charge des troubles respiratoires, des blocages alimentaires ou d'autres choses. C'est une journée qu'on finance aussi, donc les familles qui viennent de province sont hébergées gratuitement. Ça a lieu à Maison-Alfort, à côté de Paris. Il y a 3 ans, je crois, mis en ligne un simulateur d'aide pour les familles de patients. On a obtenu le prix Galien pour cette initiative. C'est accessible sur le site internet de l'atrésie de l'œsophage, de l'association, pardon. Et en fait, ça permet aux familles de remplir, si vous voulez, un formulaire. Et à partir de là, on leur dit toutes les aides auxquelles ils ont droit, qui peuvent être des aides financières, mais aussi des aides sociales ou des
aides médicales, des informations qui ne sont pas nécessairement facilement accessibles comme ça. Donc, c'est un simulateur qui permet de synthétiser finalement l'ensemble des aides auxquelles ont droit les familles dans le cadre de la prise en charge. Et d'ailleurs, ce n'est pas uniquement dédié à la trésite d'œsophage, mais finalement à toutes les situations où un proche aidant est hospitalisé, un proche est hospitalisé, et donc c'est pour les aidants. On fait un certain nombre de webinaires, on a des partenariats avec des CHU pour pouvoir faire des visites aux familles lors des naissances et des cas compliqués. Et on a fait partie, donc on a signé la convention AERAS, qui est en fait une convention qui permet aux gens qui n'ont pas accès, comment dire ça, c'est une convention pour avoir accès à des assurances quand on est dans des situations, par exemple pour avoir un prêt bancaire ou des choses comme ça, lorsqu'on a des maladies rares, parfois les assurances le refusent, et donc il y a une convention qui existe pour plafonner si vous voulez, cotisations, des choses comme ça. Donc, on a un certain nombre aussi d'actions pour soutenir la recherche médicale. On a financé, là, depuis 2007, on donne un prix de recherche tous les ans. Donc, ça fait déjà 22 ans et 22 prix de recherche qui ont été décernés pour un total de 235 000 €. Et alors, un des grands projets qu'on soutient régulièrement, c'est un projet d'ingénierie tissulaire qui est aujourd'hui en phase clinique et qui permet, si vous voulez, pas de remplacer, mais de permettre une greffe d'œsophage dans les cas où justement le raccordement de l'œsophage n'est pas possible. Alors ça concerne les atrésies de l'œsophage, mais aussi d'autres atteintes de l'œsophage, par exemple des personnes qui ont eu des accidents avec des produits corrosifs, des enfants qui avalent des piles et qui peuvent avoir des œsophages brûlés ou complètement altérés. Et donc ça, c'est un projet qui est aujourd'hui justement en phase clinique, et donc on est très fiers de ça, à la fois d'avoir pu permettre, on est un des plus gros financeurs de ce projet. On est partenaire aussi d'un projet de recherche qui s'appelle Transisome et qui est mené par le centre de compétences à Lille, le centre de référence, pardon, à Lille, et qui est une étude en fait à l'adolescence. Donc, il y a un certain nombre d'enfants qui ont été recrutés. Et pour avoir une meilleure idée du suivi, du devenir de ces enfants, et avec une grosse recherche de marqueurs moléculaires pour pouvoir justement prédire si vous voulez, la qualité de vie et des soucis que peuvent rencontrer les enfants en fonction d'un certain nombre de marqueurs moléculaires qu'ils ont. Ça, c'est une grosse recherche, et on fait partie, on aide on a aidé à l'établissement du protocole et à la communication autour de ce projet. Voilà, et donc on sensibilise le grand public, les professionnels de santé à travers un certain nombre d'événements. On organise une opération de collecte qui s'appelle les tirelires extraordinaires tous les ans, et donc avec ça un certain nombre d'articles de presse qui permet de diffuser un peu les connaissances sur la maladie et de mobiliser autour de ça. On participe à la course des héros, il y a un certain nombre d'articles de presse ou dans les magazines de santé qu'on essaie de publier régulièrement, voilà, pour faire connaître et forcément intervenir comme ça dans des événements sur invitation. C'est tout à fait dans notre rôle, quoi. Et donc, bien sûr, comme toutes les associations, on repose sur un réseau de bénévoles. Alors, il n'y a pas beaucoup de patients, donc il n'y a pas beaucoup de familles, mais c'est des gens qui sont très mobilisés pour justement faire vivre l'association et accueillir les nouveaux adhérents, être présent auprès des familles, qui soient adhérents ou pas, dans les hôpitaux, sur le terrain. Et ce sont des missions, du coup, qui nous tiennent à cœur et qui permettent vraiment de faire connaître la maladie et d'améliorer. Plus la maladie est connue, plus les médecins, plus les pouvoirs publics accompagnent la prise en charge, quoi. Et donc voilà, bon, les moments clés de l'association, je ne vais peut-être pas détailler, mais l'association a vraiment permis
de pousser à ce qu'il y ait une vraie prise en charge coordonnée au niveau national. Avant la FAO, ça n'existait pas. Alors, il n'y a pas que, bien sûr, il y a tous les plans maladies rares, mais la FAO a fait partie, disons, et est aujourd'hui un soutien du centre de référence et permet aussi, à travers les parents, de faire passer ces informations dans les différents CHU où sont hospitalisés les enfants. Et voilà ce que je pouvais vous dire. Et je voulais surtout vous remercier beaucoup pour l'organisation de ce challenge. Et j'espère que vous ferez beaucoup de kilomètres. C'est bon pour tout le monde. Et puis, et voilà à peu près.